Nous recevons aujourd'hui le docteur Bernard Cron. Bonjour docteur. Bonjour François. Vous êtes chirurgien, membre de l'Académie nationale de chirurgie et vice-président de l'Association des anciens internes des hôpitaux de Paris. Tout à fait. Les internes nommés par concours à l'époque où il y avait une élite de formation en médecine. On y reviendra, la formation des médecins qui est une des causes du problème que vous diagnostiquez dans Blouse blanche colère noire aux éditions Max Milo. Un livre dans lequel vous dressez un panorama très complet de toute la crise. Pourquoi un titre aussi fort que Colère? Vous auriez pu vous en tenir au Blues des Blouses Blanches, qui est le titre d'un chapitre. Cette colère remonte à longtemps. Elle remonte quand les ordonnances de M. Juppé et la destruction des cliniques libérales ont commencé et qui ont entraîné la fermeture dans la clinique laquelle j'exerçais, où j'ai fait 32 ans dans un seul lieu, en opérant 25 000 patients, y compris en chirurgie très lourde, avec un petit service de réanimation, et avec une petite équipe en recevant 132 000 urgences de tout type pendant cette période. Et cette colère a rebondi quand j'ai vu que l'État n'écoutait pas les revendications des médecins. Mais ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de fonctionnement de la verticalité de notre pays. On en reparlera, si vous voulez, un peu plus tard. Oui, alors justement, vous dites que un des principaux problèmes que vous diagnostiquez, c'est que la santé, l'organisation de la santé en France est malade de son administration, si on peut dire. Vous êtes très sévère avec notamment l'énarchie, si l'on peut dire. Je ne suis pas sévère, je suis juste. Les hauts fonctionnaires pensent qu'ils ont fait plus d'études que nous. Or, pour être chirurgien, c'est au moins 12 ans ou 14 ans d'études. Et on travaille toute la vie. Pour ne parler que de moi, puisque c'est mon interview, j'ai traversé 60 ans de médecine pour arriver devant vous. Et j'ai fait mes réflexions profondes sur la crise de la santé quand j'ai posé mon bistouri sous les contraintes des agences de santé qui ont détruit la médecine libérale. D'accord. Vous pensez vraiment que c'est l'administration qui a mis à bas tout le système de la santé dont... C'est pas l'administration. L'administration fait ce qu'on lui dit de faire. Les politiques de santé, paniquées par les déficits, puisque le dernier budget à l'équilibre remonte à 1973, les paniques sur le système de santé ont commencé avec Giscard d'Estaing et avec Mitterrand, puisque à l'époque de M. Mitterrand, le nombre de médecins en première année de médecine avait été limité à 3500. Je répète, 3500. Il en faudrait actuellement 12 000 pour renouveler les départs à la retraite, car l'âge moyen des médecins en France est de 55 ans, et nos jeunes générations, hommes et femmes confondus, ne veulent pas la vie d'esclaves qu'ont connue leurs ancêtres. Et actuellement, une génération de médecins diplômés, c'est environ 8 000, 8 500. 8 500. Et cerise sur le gâteau, par exemple, puisqu'on parle de la crise des réanimations où ils sont en train de pousser les murs, j'ai écouté l'interview de l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne sur le pousser les murs. Cette année, en 2020, au choix des internes, ils n'ont augmenté le nombre de postes de réanimateurs que de 2 places. Donc on dit qu'on manque de lits de réanimation des réanimateurs. On pourrait en parler, si vous voulez, aussi. Vous dites que c'est une volonté politique de ne pas décloisonner ce numerus clausus parce que la réforme de la première année de médecine a été mise en place. Alors, vous dites dans le livre qu'il reste un numerus clausus de sortie, mais pas vraiment... Tout à fait, vous avez posé la bonne question. On a ouvert des bataillons de médecins, 60 000 en première année de médecine. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas avoir 60 000 médecins à la sortie. D'ailleurs, le numerus clausus actuel de la sortie, c'est 8 500 places d'internes et nous avons 30 000 internes dans nos hôpitaux. C'est ce système-là qui est pervers parce que l'ensemble du monde politique, paniqué par les déficits, quelle que soit la couleur politique, ça n'a rien à voir avec la couleur politique, pense que moins de médecins, moins de dépenses de santé, moins de lits hospitaliers, moins de dépenses de santé. C'est parfaitement faux car il y a trop d'administratifs dans le système de santé en France. Oui, on a presque un tiers de personnel administratif alors que c'est un quart environ en Allemagne. Comment on en est arrivé là? C'est la passion française pour l'administration? Je crois qu'il y a une passion centralisatrice, c'est-à-dire la verticalité entraîne la multiplication des agences, la multiplication des structures, et la pensée unique qui est enseignée dans les écoles de la haute administration est qu'il faut tout contrôler, il faut mettre un contrôleur derrière chaque médecin, et ça n'est pas possible. Les médecins sont des gens responsables. Si ils sont mal formés, il faut s'en prendre
l'université, à la façon dont on enseigne la médecine, mais certainement pas à la qualité des médecins qui sont formés, mais au système. Qu'est-ce que vous réformeriez au-delà des questions de chiffres et de quotas et de nombre de diplômés dans le contenu des études de médecine? Vous appelez à la fin de votre ouvrage à une formation plus élitiste. C'est paradoxal, non? Mais il faut les deux. Il faut une formation de qualité basée sur le soin, le care, la clinique et la technique pour les spécialités qui utilisent de la technique, comme la chirurgie radio-opératrice, comme la chirurgie vasculaire, comme la chirurgie viscérale. Et il faut une formation généraliste, non pas pour faire des médecins spécialistes de médecine générale, dans le temps ça s'appelait des internistes, mais pour former des médecins de famille bien formés. Alors ce n'est pas la direction qui est prise, parce qu'en mettant 60 000 étudiants en première année de médecine, on va former des officiers de santé. Je pense que l'arrière-pensée des gens qui nous gouvernent, et mes amis énarques, je n'ai rien contre l'énarque en tant que personne, j'ai une dent contre le système de pensée unique de leur enseignement, c'est que à force de complexifier le système, on n'arrive plus à former des médecins traitants. Or, c'est un gros problème de ne pas avoir de médecins traitants avec cette pandémie, car on a oublié le médecin traitant dans la pandémie de Covid, qui a mis en exergue la crise de notre système de santé. Avec l'ultra-spécialisation que vous regrettez, il faut des spécialistes quand même. Mais... Il faut les deux. Il faut du généraliste, il faut du spécialiste. Actuellement, dans l'orthopédie, par exemple, on a le spécialiste de l'épaule, le spécialiste du genou, on aura bientôt le spécialiste du 5e doigt. En chirurgie viscérale, qui était ma pratique, j'ai opéré la plupart des organes qui sont contenus dans l'abdomen et dans le pelvis, c'est-à-dire la partie basse de l'abdomen, c'est-à-dire l'appareil génito-urinaire. Et il fallait, non, ça n'est plus possible à cause de la réforme de l'ultra-spécialisation. À cause de la loi de mon ami Kouchner, je dis entre mon ami en guillemets, parce que ce n'est pas mon ami sur sa façon de gérer la santé. Il a supprimé le concours de l'internat. Le concours de l'internat était un concours élitiste. Pourquoi faut-il des élites en médecine? Parce qu'il faut des gens extrêmement performants pour faire certaines interventions de pointe. Or, dans l'ancien régime, et le passé est une porte qui s'ouvre sur l'avenir, je le dis dans mon livre, il faudrait se retourner vers ce qui marchait bien dans le passé et non pas se tourner vers le futur, vers l'intelligence artificielle qui peut être qu'un élément complémentaire pour le médecin. Ouais. Mais vous vous défendez d'ailleurs d'être réactionnaire dans ce livre, même si vous dites que par certains aspects, c'était quand même un système qui fonctionnait mieux. Et comment vous vous projetez dans une médecine qui est menacée de robotisation, d'être toujours plus pointu, toujours plus loin du patient peut-être? Eh bien, je vais vous répondre. J'ai participé dans les années 90 à la French Revolution de la chirurgie cœlioscopique, la chirurgie sans ouverture. Un chirurgien bien formé et habitué à opérer continue de se former toute sa vie. Et on a appris cette technique seul, en allant là où ça commençait à se pratiquer, par exemple à Clermont-Ferrand, vous voyez, Clermont-Ferrand, pourquoi pas. Mon ami Philippe Mouret, qui était l'inventeur de cette technologie, est mort ruiné car il avait formé un centre de haute technologie pour la chirurgie cœlioscopique et il n'a pas obtenu l'agrément de la sécurité sociale. C'était la chirurgie ambulatoire avant l'heure. Et il est obligé de terminer sa carrière à l'étranger, en Italie et en Asie. Donc l'administration condamne l'excellence et favorise l'administration veut l'obéissance, le respect des normes, le respect des règles et une médecine de masse. Or, la médecine humaniste est nécessaire. On peut soigner à la fois des gens issus des milieux modestes et on peut soigner le président de la République. Tout ça dépend de la formation et de la qualité et du nombre pour la disponibilité des médecins. Et vous n'êtes pas passéiste pour autant. En 2016, dans Chirurgie chronique d'une mort programmée, vous saluiez les progrès de la robotisation, la chirurgie cellulaire. Vous évoquiez même que l'augmentation de la durée de vie, qu'on puisse dépasser couramment de plus en plus le centenaire. Vous parlez du transhumanisme, c'est une bonne question. Je crois que la chirurgie ne se limite pas à faire le quotidien.
on travaille et on essaye d'inventer toute sa vie. J'ai inventé mes prothèses biliaires à la fin de mon internat. Vous voyez un petit peu la différence par rapport à la situation actuelle. Quand j'ai démissionné de l'assistance publique, il y avait des mandarins, mes grands patrons que je respecte et que j'honore. Eh bien, ils ont continué de me laisser ouvert leur laboratoire de chirurgie expérimentale pour que je puisse mettre au point les prothèses biliaires. J'ai fait la première intervention sur l'être humain avec une transmission en direct à la télévision à l'époque de Pierre Desgros et Igor Barrère, où on a enregistré cette première intervention mondiale dans une clinique privée. Donc, si vous voulez, on peut avoir l'excellence et la haute technologie, mais ça n'empêche pas d'opérer les appendicites, les hernies et la chirurgie quotidienne. Contrairement à ce que pensent les gens qui s'inspirent de la Grande-Bretagne et des pays nordiques, il ne faut pas s'orienter vers ce qu'on appelle les practitioners, c'est-à-dire des chirurgiens à petits pieds, des chirurgiens qui feraient la petite chirurgie. L'un de mes grands maîtres avait une phrase excellente pour ça: il n'y a pas de petite chirurgie, il n'y a que de petits chirurgiens. La robotique, c'est un instrument. Le chirurgien a besoin d'instruments. Il a besoin d'une instrumentiste, il a besoin d'une aide opératoire, il a besoin d'un plateau technique, il a besoin éventuellement pour certains types d'interventions du robot qui n'est qu'un instrument pour le chirurgien. Le robot permet de faire la chirurgie cœlioscopique dans son fauteuil. Mais ce dont a besoin le chirurgien, c'est d'une équipe. Je voudrais rappeler qu'un bloc opératoire n'est pas un pilotage d'un avion. On a besoin de la checklist pour la sécurité, surtout dans les grands hôpitaux où les gens qui opèrent ne connaissent pas forcément le malade qui va opérer. Donc il faut une checklist pour ne pas se tromper de côté et pas se tromper de patient, parce qu'on ne connaît pas forcément son patient, et malheureusement, c'est des accidents qui arrivent. Mais oui, les fameuses histoires de la mauvaise jambe opérée. Éventuellement, ou du mauvais côté pour les hernies, ou même du mauvais malade opéré. Ouais, encore pire. Si on l'endort avant qu'on ait vérifié son identité. Ouais. Mais à l'inverse, il faut pouvoir avoir une aide opératoire qui vous connaît et une instrumentiste qui vous connaît, parce que chaque chirurgien a ses habitudes. Les gestes ne sont absolument pas randomisés comme on pourrait le croire. Les gestes sont très personnels et il faut donc complètement revenir à l'époque où la chirurgie était un compagnonnage. Et ce n'est pas un retour vers le passé, c'est simplement regarder ce qui marchait bien. Donc la médecine vous appelez à une médecine qui revienne à une praxis, à un art, et non pas à une simple mécanique, une simple... Oui, je crois que la médecine, vous l'avez dit, c'est peut-être un art, c'est un artisanat. Il faut que le diagnostic s'étoffe au fur et à mesure de son expérience. Et j'en reviens toujours vers le passé, puisque le système actuel ne marche pas, il est en crise. Et du numéro 1, on est passé à la 24e place. Et actuellement, avec la déprogrammation des interventions dans les hôpitaux et dans les cliniques, on va en parler si vous le voulez bien, on est en train de créer des listes d'attente et une perte de chance considérable pour les patients. Le professeur Axel Kahn, qui était à la tête de l'Institut du cancer, a estimé à 10% la surmortalité pour le cancer avec ces déprogrammations et l'arrêt des diagnostics et des investigations. Ce qui est considérable, même au regard du nombre de victimes du Covid. Eh bien, il y aura un double victime. C'est pour ça que je voudrais qu'on revienne à la crise qui a été dénoncée pendant les années 2019 pour dire qu'il fallait réarmer l'hôpital. Mais malheureusement, les urgentistes, les internes, il y a eu encore 5 internes qui se sont suicidés cette année en désespérance. Rien n'a été fait pour préparer l'hôpital à faire face aux soins courants, aux soins de pointe et à une pandémie. Car notre Premier ministre est à l'origine de cet hôpital à flux tendu, c'est-à-dire sans lit de vide. On fait sortir quelqu'un pour faire rentrer quelqu'un d'autre. Eh bien, ça n'est pas possible quand il y a une pandémie. Personne ne trouve grâce à vos yeux dans le personnel politique qui nous a menés à cette catastrophe? Parce que ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de gouvernance. À partir du moment où un ministre de la Santé reste 2 ans, il n'est pas en place, il n'est pas informé de ce qui se passe. Je reviens à notre ministre de la Santé au moment de la pandémie de 2020. Moi, je suis parti avec mes masques FFP2 en vacances en Martinique. J'avais quelques masques qui me restaient de l'épidémie H1N1.
À l'époque où le masque était considéré comme dangereux presque. Et Vous voilà, étiez- c'est exactement. Mais ils ont dit le masque est dangereux. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas d'1 milliard de masques en stock. On est passé à 100 millions. 100 millions, c'est la consommation de moins d'une semaine. Et le ministre de la Santé est en place, et il y a un rapport du Sénat extrêmement pointu qui fait plus de 400 pages que j'ai lu avant votre interview, qui pointe les responsables de cette situation et qui donne les noms des responsables. C'est que la décision de ne plus renouveler le stock de masques remonte à l'époque de Marisol Touraine, avec une équipe qui est toujours en place actuellement dans le système de santé. On peut les citer, ces conseillers étaient Jérôme Salomon, Gabriel Attal et à l'époque Olivier Véran était député socialiste et Oui, mais il rapporteur des était projets de loi responsable santé. du plan hôpital. Oui, Donc ce sont des gens qui étaient censés être informés. Alors étaient-ils informés ou pas, je ne suis pas dans le secret des dieux, si tant est que ce ne sont pas des dieux mais des êtres humains. Mais en tout cas, moi j'étais informé qu'il fallait avoir des masques. Pourtant, je ne suis qu'un pauvre chirurgien, mais un chirurgien qui s'informe, et c'est le côté peut-être solide des informations que je continue de vous dire, c'est quand j'ai posé mon bistouri à la fermeture des cliniques libérales de mon secteur, je me suis investi à fond dans les problèmes de santé. J'ai écrit tous les trimestres un article dans la revue de l'Internat de Paris pour dénoncer la dérive de notre système de santé, alternance après alternance, me rendant compte que c'est ce que j'appelle dans le livre l'État profond, qui n'a rien à voir avec l'État profond américain, c'est tout ce casse de hauts fonctionnaires qui décident et qui dirigent le pays et qui disent à ceux qui savent comment travailler. Je dis toujours à ces hauts fonctionnaires, vous ne me direz pas comment je dois tenir mon bistouri, je sais le tenir parce que j'ai appris à le tenir. On ne peut pas vous taxer d'opportunisme puisque vous disiez déjà, donc depuis des années, et même encore il y a six mois avant le Covid sur Sud Radio, vous parliez déjà de la surcharge des urgences, de la désorganisation générale des hôpitaux et du fait que le système de santé français lorgne sur le système britannique ou les pays nordiques. C'est un point qui revient aussi dans votre livre. Vous dites on ne peut pas se calquer sur des modèles anglo-saxons ou nordiques. Notre société est culturellement trop différente. Est-ce que vous pouvez expliquer Je peux expliquer ça sur deux plans. On va parler des urgences et on va parler du système. Les urgences, en 2019, le nombre de passages d'urgence à l'hôpital était de 25 millions, avec des brancards qui attendaient dans les couloirs, et les lits disponibles dans les hôpitaux n'étaient pas recensés. Donc le ministre a voulu recruter un bed manager pour pouvoir dispatcher les malades. Mais ils ont mis de telles normes sur les cliniques libérales que faire des urgences en clinique libérale était devenu quasiment impossible à cause des normes de sécurité qui sont exigées, un radiologue permanent, un laboratoire permanent, etc., etc., etc. Et ces 25 millions de passages aux urgences ont interpellé le ministre. Et il a une idée, je m'excuse du mot, aussi sotte que grenue, c'est de payer 60 € l'hôpital qui dispatcherait l'urgence vers la ville. Comment peut-on penser payer 60 € une urgence sans la voir? Car si on la voit, on l'examine, on fait un diagnostic, sinon on risque d'être accusé de non-assistance à personne en danger, et payer 60 € pour ne pas soigner et envoyer en urgence le malade à son médecin traitant qui lui est payé à 25 €, ça ne va pas. Alors, ils ont rajouté un petit bonus, 18 € de plus pour recevoir une urgence en consultation non programmée. Mais on a un système qui se marche sur la queue. Il faut laisser les médecins s'organiser et faire. On sait faire. Je l'ai fait pendant 32 ans dans une clinique libérale où j'organisais le système des urgences à l'intérieur de cet établissement. J'avais tous les spécialistes au téléphone s'il y avait un problème complexe. Mais 95% des urgences sont de la bobologie, des choses simples. Et une douleur abdominale, j'en reviens encore sur l'organisation hospitalière, une douleur abdominale qui est vue par un chirurgien, le diagnostic est fait rapidement, mais avec la pénurie de chirurgiens, les douleurs abdominales ne sont plus vues par les chirurgiens. Elles sont vues par un urgentiste. Certains sont très bien formés au diagnostic chirurgical, d'autres non. Alors ils demandent le sacro-saint scanner. Il faut attendre quelques heures pour avoir le sacro-saint scanner. Et quand ils ont le scanner, ils appellent le chirurgien, mais le chirurgien, malheureusement, est en salle d'opération en train d'opérer, et le malade est hospitalisé dans un service. Et si la transmission est bien faite, le chirurgien de garde va être prévenu,
Mais si la transmission est mal faite, le malade ne sera vu que le lendemain matin. Or, l'Académie de chirurgiens vient d'envoyer un placard pour dire qu'on meurt encore d'appendicite en France. Donc le système est devenu pervers à cause de sa suradministration. Et y a-t-il une exception culturelle française pour faire le lien avec le deuxième point en la matière? On a voulu trop se calquer sur des modèles qui ne nous correspondent pas? Oui, on a voulu, avec l'Europe, l'Europe a quelques atouts, certainement pas un atout politique, certainement pas un atout pour la vaccination, on voit la pénurie de vaccins, certainement pas pour l'organisation du système de santé, car la subsidiarité permet au pays d'organiser son système de santé comme il le veut. Or, l'exception française, c'était d'avoir d'un côté une élite par les concours, qui formait les grands spécialistes de médecine ou de chirurgie, et d'autre part, une bonne formation pour former des médecins généralistes qui n'ont pas besoin de faire 4 ans d'internat pour devenir médecins généralistes, car ils deviennent des spécialistes de médecine générale, et beaucoup s'orientent vers une sous-spécialité d'endocrinologie, de cardiologie. Donc il faudrait, je pense, revenir vers un système qui ressemble au système passé, c'est-à-dire de remettre le care, le soin dans la formation, mais malheureusement, on se heurte à l'université. C'est les combats du Moyen-Âge que je reprends dans mon livre « Blouse blanche, colère noire », entre les médecins de longue robe et les chirurgiens barbiers. Les chirurgiens barbiers savaient opérer avec les moyens du bord de l'époque, et les médecins de longue robe voulaient leur dire comment faire. Eh bien, actuellement, on a le même problème avec l'université. L'université est contrôlée, et je m'en suis plaint à la conférence des doyens il y a 4 ans, sans avoir été écouté, encore moins entendu. On apprend aux médecins des choses inutiles pour eux. Il faut, par contre, se pencher sur le problème de toutes ces chaires qui existent encore à l'université. Il faut bien que les étudiants aillent dans les cours pour suivre leurs cours, pour que ces chaires existent. Et le drame de l'internat actuel, je voudrais qu'on développe largement le problème de l'internat, parce que nos internes, nouveaux régimes, sont extrêmement malheureux. Eh bien, ils ne seront plus qu'à mi-temps à l'hôpital, et on va les faire sortir de l'hôpital. Alors, pour la médecine, aller dans des cabinets médicaux avec un maître de conférence, et pour les autres, aller aux cours à l'université. Mais les cours à l'université, il y a des cours indispensables, mais un minimum. La formation se fait par compagnonnage, au lit du malade ou en salle d'opération, avec des gens qui sont compétents pour former par compagnonnage les médecins. Il y a trop d'académisme qui trop d'académie, envahit c'est la pas assez de formation. pratique. Ouais, d'accord. Et on en arrive au paradoxe qu'avec les normes, avec les lois dites de protection du malade de 2002 et les lois qui ont suivi à l'époque de M. Sarkozy, de M. Hollande et maintenant de M. Macron, on arrive à empêcher les gens de se former tels qu'ils devraient être formés. Je me suis plaint auprès de la conférence des doyens que les cliniques privées où il y a des chirurgiens chevronnés qui font toutes les techniques de pointe ne peuvent pas prendre d'internes pour les former à ces techniques. Et le doyen m'a répondu « Je voudrais bien vous l'envoyer, mais à ce moment-là, il faut faire comme à l'hôpital, que vous laissiez opérer. » Je lui ai répondu « Comment voulez-vous que dans une clinique privée où un malade s'adresse à un chirurgien pour être opéré par lui-même, on puisse déléguer l'intervention à un chirurgien débutant? C'est à l'hôpital de former ses internes. » Alors venons-en justement à un thème qui parcourt tout votre livre et dont vous avez déjà évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien, c'est l'opposition entre le public et le privé. On a eu l'impression d'une querelle de chapelle presque avec son sectarisme presque stérile qui avec le privé qui s'est plaint de ne pas avoir été sollicité assez dans cette crise, le public qui a reproché au privé de ne pas avoir vraiment joué le jeu pour telle ou telle raison. Est-ce que de votre point de vue, quel est le plus grand danger qui menace la médecine? Est-ce qu'on lui dit certains pensent qu'elle est menacée de privatisation complète, d'autres disent qu'au contraire, on attaque sans fin la médecine libérale et tout le pan privé de la médecine, et pour nationaliser et étatiser tout ça. Comment vous vous situez, vous, dans cette... Eh bien, je me situe à un point précis. Ça dépendra des citoyens qui écouteront cette émission et des précédentes interviews que j'ai eues et des prochaines que je vais faire. Ça dépendra du monde politique d'après qui va arriver, parce que pour l'instant, on est dans le monde d'avant, avec M. Castex et les systèmes précédents qui tournent en rond depuis les ordonnances Juppé de 96. Le système, il est très simple. Pour que ça marche, il faut marcher sur 2 jambes. Un être humain marche sur 2 jambes. Il faut un équilibre entre l'hôpital
et le libéral. Mais malheureusement, les cliniques privées qui étaient compétitives ont été absorbées par des chaînes pour des économies d'échelle. Et malheureusement, ces chaînes de soins seront contrôlées par des fonds de pension et des mutuelles et sont l'otage du gouvernement. Actuellement, 80%, je répète, 80% en Île-de-France des actes de chirurgie sont déprogrammés pour libérer les blocs opératoires, les salles de réveil et le personnel des salles d'opération pour pouvoir aller en réanimation ou prendre en charge les Covid. 80% de déprogrammation. Alors, j'étais surpris du silence des cliniques privées face à cette déprogrammation, parce qu'un de mes amis ophtalmos m'a téléphoné, il fait de la chirurgie de la cataracte ambulatoire. Ça, c'est le système égalitaire de la France. Si on déprogramme la chirurgie lourde pour avoir de la place en réa, il faut déprogrammer les autres. Mais alors, pourquoi les cliniques privées se sont résignées à accepter qu'on déprogramme? Eh bien, parce qu'on leur a garanti jusqu'au mois de juin 80% de leur chiffre d'affaires. Donc, c'est très bien pour ces cliniques privées de plus travailler. Ça fait des économies de matériel, des économies de personnel. On est dans un système absolument ubuesque. Donc, elles ont été presque nationalisées comme le reste de l'économie, avec les aides aux restaurateurs, aux commerçants. Ça en fait partie. Or, pour sortir de cette crise, puisqu'on est à la fin de cette troisième vague, je pense que réellement, on va arriver dans 15 jours, 3 semaines avec le beau temps à la fin de cette troisième vague, il faut réarmer les cliniques et les hôpitaux avec du personnel bien formé, et pour ça, il faut supprimer un tiers des technico-administratifs. Vous avez mis le doigt dessus, 32% de technico-administratifs en France, 22% en Allemagne, ça fait la moitié en plus. Ça fait 100 000 postes d'infirmières. Il faudrait rappeler les retraités infirmières, elles sont 10 000, mais à condition de les protéger, de leur donner des masques FFP2, de leur donner des vrais surblouses et pas des sacs poubelles, de leur donner des vraies primes de déplacement si elles viennent de loin, de leur donner des salaires qui sont décents. Il faut savoir qu'à l'assistance publique, un salaire moyen d'infirmière et d'aide-soignante est en dessous de ce tarif-là, elles ne peuvent pas se loger à Paris. Comment avoir du personnel en les traitant de telle façon? Quant aux internes, et je leur rends hommage, ils ont essayé de tirer les marrons du feu avec cette crise. Près de 40% d'entre eux ont été contaminés, ils n'avaient pas de moyens de protection. Heureusement, ils sont jeunes, et malgré leur grande fatigue, il y a eu peu de formes graves. Il faut savoir que le Covid est la première infection nosocomiale de l'hôpital. 40 000 cas de contamination à l'hôpital en un an, et on estime à 120 000 le nombre de personnels contaminés. Il faut pouvoir prendre en charge les Covid tôt, et pour la première fois, j'ai entendu dire qu'on conseillait aux malades qui avaient un Covid qui démarrait avec des symptômes d'appeler leur médecin et de voir le médecin traitant. Il est évident qu'il faut que le médecin traitant prenne en charge tôt un malade du Covid. Alors vous, si justement, c'est une question qu'on nous a demandé de relayer d'un des lecteurs de France Soir, si vous aviez quelqu'un qui était malade du Covid actuellement, donc positif, symptomatique, comment vous le prendriez en charge comme médecin? Je le prends en charge tôt. Il faut savoir que le Doliprane calme les symptômes, ça n'est pas un traitement, c'est pour faire baisser la fièvre et diminuer le mal de tête. Donc le Doliprane, comme avait dit le gouvernement au début de la pandémie, restez chez vous, prenez du Doliprane, n'appelez pas votre médecin. Entre parenthèses, les médecins ont payé un lourd tribut au Covid parce qu'ils n'avaient pas les moyens de protection. Ils avaient 20 masques FFP2, c'est la consommation d'une semaine, donc ils ne pouvaient pas se protéger. Donc on a eu un taux de mortalité considérable parce que les malades n'ont pas été pris en charge. Il y a certains pays qui ont pris en charge très tôt, qui ont un taux de mortalité près de 10 fois inférieur à la mortalité du Covid en France. Alors prendre les malades tôt par un médecin traitant, est-ce que ça veut dire traiter avec les médicaments qui ont fait l'objet de grandes discussions? Le débat est ouvert, certains pays le font, d'autres pas. Mais ce qui est important, c'est de traiter avec ce qu'on pense utile. La discussion sur les antibiotiques continue de fonctionner, car un antibiotique, l'azithromycine, pour ne pas la nommer, est un antibactérien, mais aussi un antiviral. Est-ce qu'il faut l'associer à la chloroquine ou pas? C'est la théorie de M.
Raoult, on a cassé son expérimentation par des essais bidonnés dans le e-Covid, dans Solidarity et dans le Lancet. Et dans Recovery en Angleterre. Et Discovery, car on a fait une étude qui n'était pas loyale. On a mis des doses qui, en Angleterre, allaient jusqu'à 4 fois la dose prescrite par le professeur Raoult. Je ne sais pas si son traitement marche. Ce que je sais, ce qui marche, c'est de prendre les gens tôt. Ouais. On a la même chose avec l'ivermectine en ce moment, qui est essayé dans un certain nombre de pays. Il y a un troisième médicament qui est essayé aux États-Unis, qui est en expérimentation. On a appelé sur une chaîne de télévision par un médecin, entre guillemets, qui a un conflit d'intérêt, puisque c'est lui le promoteur. Je ne sais pas si ce traitement marche. Toujours est-il qu'il faut prendre les gens en charge. Mais si on les prend en charge, on peut leur mettre un oxymètre au bout du doigt pour voir si l'oxygénation est bonne et pouvoir déceler une insuffisance respiratoire avant qu'elle se produise. Car les symptômes d'insuffisance respiratoire se produisent très tardivement quand les embolies pulmonaires ou les microthromboses se sont produites. Donc si on met un malade qui a une perte d'oxygénation sous oxygène, si on le met sous anticoagulant à bas poids moléculaire et à la cortisone, on sait que ça marche et on diminue d'un tiers la mortalité en réanimation et le nombre de passages en réanimation. Et donc il n'y a plus de problème il y a des problèmes, mais les problèmes, c'est l'absence de personnel pour ouvrir des lits. J'ai un de mes amis qui est chef de service des urgences à l'Hôtel-Dieu qui réclame à l'assistance publique à corps et à cri la réouverture des lits de l'Hôtel-Dieu. On lui a répondu qu'on n'avait pas d'électricien pour mettre les prises électriques. Ouais. C'est lunaire. Voilà. Alors avec 32% de technico-administratifs à l'hôpital, si on avait des lits pour mettre les malades sous oxygène avec une centrale d'oxygène pour déceler le passage à l'insuffisance respiratoire avant le passage en réanimation, et si les malades qui sont en réanimation pouvaient être mis dans ces lits-là une fois qu'ils ne sont plus intubés, ça permettrait de désencombrer les services de réanimation, à condition d'avoir anticipé et de fermer du personnel. Or, je redis... Former du personnel. Former. Mais le former, c'est pas 15 ans pour former un réanimateur. Bien sûr, c'est ce que disent Jean Castex et Olivier Véran. Mais 15 ans pour former un réanimateur de haute voltige qui est capable d'intuber un malade qui est en détresse respiratoire en arrêt cardiaque. Mais pour surveiller un malade qui est en insuffisance respiratoire, je l'ai fait quand j'étais en 2e année de médecine pour arrondir mes fins de mois dans des services de réanimation où, à l'époque, l'appareil, c'était un Ångström. Il suffit de se former en 15 jours pour un étudiant en fin d'études en médecine ou pour une infirmière en fin de cycle, au geste de réanimation. Et il appelle le senior, si le malade se décompense, pour faire l'intubation en catastrophe. Donc c'est tout à fait possible, à condition d'en avoir la volonté. Or, je dis qu'on aura probablement une 4e pour pouvoir opérer les soins courants, sinon on mourra des maladies non Covid. Ouais. On aura le temps d'ici, parce que si vous anticipez, ce sera pour l'automne prochain. 15 jours pour former aux gestes de base, sauf l'intubation. 15 jours, à condition d'avoir des gens qui sont en fin de cycle et de les motiver, de les protéger. Espérons que vous serez entendu là-dessus. Je reviens sur dans votre livre, vous dressez donc un panorama vraiment très complet de tous les aspects de cette crise. Sur les traitements, vous l'avez évoqué, vous prenez pas position pour un camp ou un autre. Vous défendez principalement la prise en charge, le soin. Alors venons aux vaccins. C'est pareil, vous défendez les vaccins. Vous dressez une liste de tous les reproches qui leur sont faits mais vous n'êtes pas non plus un vaxolâtre, si je puis dire. Vous émettez aussi quelques réserves. On ne descend pas d'un train en marche, sinon on se casse la gueule. On a décidé de faire des vaccins, c'est un merveilleux progrès, ces vaccins ARN messagers, c'est l'avenir de la thérapeutique et c'est l'avenir de la thérapie génique pour les cancers. Les inquiétudes qui sont par-dessus... Les inquiétudes sont licites et sont normales, ce sont des technologies nouvelles dont on ne connaît pas le recul à long terme. D'accord. Mais on a choisi de faire ce système. Il n'y a pas 36 façons de faire disparaître un virus. Le virus peut disparaître quand il a tué tout le monde ou contaminer 80% de la population. Première façon, qu'il disparaisse. Deuxième façon, c'est qu'il y a un traitement qui marche contre les virus. Il n'y en a pas. Il y a un certain nombre de traitements dont on a parlé, comme l'ivermectine ou la chloroquine ou l'azithromycine, qui apportent peut-être quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne suis pas infectiologue. Et pour savoir si un traitement marche, il faut de tellement grandes séries pour pouvoir le savoir. Par contre, prendre en charge tôt les malades,
Ça marche pour éviter la décompensation. Quant au vaccin, c'est une expérimentation qui va durer encore 2 ans, puisque là même, l'autorisation de mise sur le marché est une autorisation provisoire. Alors, regardons ce qui se passe dans les pays qui vaccinent larga manu. Il n'y en a pas beaucoup, ils sont 3 ou 4. Eh bien, ils commencent à rouvrir leur économie, ils commencent à rouvrir leurs terrasses, ils commencent à rouvrir leurs restaurants, et tout en continuant à prendre les gestes barrières, le port du masque dans les zones confinées, etc., etc., ils commencent à revivre. Je ne vois pas d'autre solution que cette vaccination. Alors, qu'il faut vacciner, c'est beaucoup plus complexe. Je ne suis pas infectiologue et je ne vous donnerai pas la réponse. Par contre, je peux vous dire, à force d'avoir lu à peu près 10 000 pages sur tous ces sujets-là pour écrire ce livre et continuer d'en lire pour répondre aux interviews, pour pas dire de bêtises, il est évident que des gens qui ont des comorbidités, des facteurs de risque, des grands obèses, des insuffisants cardiaques ou respiratoires, il est évident qu'ils doivent être vaccinés. Le mieux, c'est les vaccins messagers. Pour l'instant, on n'en a que 2, c'est le Pfizer et les ARN messagers de Moderna. Les autres vaccins, on les a attaqués parce qu'on a le problème du principe de précaution, rapport qualité-risque. Vous dénoncez dans ce livre d'ailleurs parfois les excès du principe de précaution. Oui, parce qu'on ne pourrait rien faire. J'aurais pas pu mettre au point mes prothèses biliaires avec le principe de précaution, puisqu'il faut bien essayer une fois chez un patient. Ouais. Si on pense que ça va marcher, il faut bien essayer. Si on n'essaye pas, on ne peut pas faire. Regardez le vaccin Jenner contre la variole. Il a essayé, ça a marché. On en a bien d'autres, des exemples comme ça. C'est pour ça que j'aime bien les anticonformistes. Et sans être un admirateur à tout craint du professeur Raoult, c'est un anticonformiste qui a essayé ce qu'il pensait devoir marcher. Est-ce qu'il a raison ou tort? Je ne peux pas répondre, mais il faut bien essayer de faire quelque chose. Alors, le vaccin est nécessaire. Alors, est-ce que de là à vacciner toute la population, les enfants et les femmes enceintes, il est bien prématuré de répondre s'il faudra le faire ou pas. Il faudra simplement soit s'habituer à vivre avec ce virus qui devrait, d'après les grands scientifiques, après de nouvelles vagues, peut-être devenir moins contagieux et peut-être ne pas être plus grave qu'une grippe ou qu'un rhume. On a encore 10 à 15 000 morts en France par an de la grippe. C'est d'ailleurs un des avantages du masque, c'est qu'il n'y a pratiquement pas eu d'épidémie de grippe cette année, parce que pour se protéger contre les virus, il n'y a pas 36 façons. Le lavage des mains et le masque. Oui, alors on pourrait contester quand même ce que vous dites pour cette année, pour cet hiver peut-être, mais en 2020, il y a eu très peu de morts de la grippe saisonnière, alors que le port du masque n'était pas recommandé qu'en juillet dernier. On n'a pas toujours écouté les recommandations. Moi, tout mon entourage a eu une distribution de masques. Je me suis débrouillé pour en avoir. Et d'ailleurs, vous reparlez des masques, et c'est là où il faut revenir sur le drame de l'absence de masques. C'est qu'ils ont réquisitionné la chloroquine et ils ont réquisitionné les masques. Donc, si vous voulez essayer la chloroquine, c'était pas possible. Si vous voulez essayer les masques, il fallait pouvoir en avoir. J'ai essayé par des associations d'en commander. Et nos associations m'ont dit, ça n'est pas possible, parce que si on arrive à les commander et à les payer, c'est même pas un problème, on a des budgets. Mais l'État a non seulement laissé une pénurie, mais en plus a empêché ceux qui voulaient. D'un tiers les technico-administratifs et laisser les médecins soigner. 2, réformer le système de santé pour que les étudiants en médecine aient une formation précoce avec le CARE, rétablir un certain élitisme parmi nos internes. Il y en a 5 qui sont suicidés cette année, désespérés. On les depuis le début de l'année 2021. Depuis l'année 2021. Ouais. On les largue sans aucune préparation dans un service où ils sont parfois face à une médecine ou une chirurgie de pointe. On ne les a pas préparés pendant leurs études de médecine à leur prise de fonction. Il est évident qu'en 4e, 5e et 6e année de médecine, il faut préparer les futurs internes à la spécialité qu'ils vont vouloir pratiquer. Pour la chirurgie, il faudrait qu'ils aient accès à des monitorings, à des appareils pour s'exercer pour la célioscopie, aux actes techniques et apprendre la dissection. Parce que pour opérer, il faut savoir manier le matériel, il faut savoir disséquer. Et pour les médecins, il faut leur apprendre la pathologie. Je me rappelle mon premier concours d'externat que j'ai passé en 2e année de médecine, on apprenait toute la pathologie sur les symptômes qu'on apprenait par cœur. On n'avait jamais vu une malade. Eh bien, lors de mon premier remplacement de médecine générale, l'année où j'ai été nommé interne, je ne pouvais pas faire de chirurgie l'année.
Eh bien, j'ai fait 2 diagnostics de maladies rares grâce à ce que j'avais appris en théorie pendant le concours. Oui, donc la bonne articulation entre théorie et pratique. Exactement. Et du coup, vous avez évoqué 2 des 3 pistes pour sauver notre système. C'est l'objet du dernier chapitre du livre. Réformer les études de médecine, donc dégraisser la gouvernance, vous appelez ça comme ça, et revaloriser les carrières, puisque vous réclamez que les personnels de santé soient bien traités d'un point de vue matériel. Il faut rendre carrière. hommage au personnel de santé de l'hôpital. Ils se sont dévoués, ils ont été malades, ils ont été surmenés, ils sont épuisés. Les aides-soignantes, les infirmières, les externes. Les externes, on leur faisait faire du brancardage au lieu d'apprendre leur métier. Les internes, saturés par les urgences, saturés par la maladie, on les a obligés à travailler. Même Covid, ils avaient le droit à 3 jours de repos, alors que la maladie reste contagieuse. Je rappelle, 40 000 contaminations à l'hôpital en l'espace d'1 an. Donc, il faut leur rendre hommage. Mais le repos, les gardes actuelles ne correspondent absolument pas aux gardes de ma génération. Les gardes de ma génération, il y en avait 2 à 3 par semaine. On arrivait à dormir quelques heures, on n'était pas debout toute la nuit. Tout le monde ne s'adressait pas à l'hôpital. Vous êtes exprimé sur Twitter à ce sujet dernièrement. Tout à fait. Or, les internes, ils passent la nuit debout. Ils sont épuisés le lendemain matin. On leur demande de travailler. Alors, ou on augmente le nombre de postes d'internes, ou on trouve un système qui soit différent du système actuel, où l'interne est taillable et corvéable à merci, et ils ne choisissent plus leur patron, on ne se choisit plus pour faire ses études. Avant, dans les époques du mandarinat, que je respecte, et malheureusement on a remplacé... Qui avait ses travers aussi. Comment ? Qui avait ses travers aussi, mais le il y a mandarinat. toujours des excès. Ouais. Il y a d'autres mandarins maintenant. C'est l'administration, c'est le système politique, c'est l'université, c'est le directeur de l'hôpital. Actuellement, un de mes collègues hospitaliers me disait qu'il y avait un problème dans son service, qu'il était plutôt pas trop mal vu de l'administration, donc on avait accepté de lui donner une dotation d'une infirmière. Eh bien, le mandarin de ma génération décrochait son téléphone, appelait le directeur, dit « Monsieur, j'ai un problème dans mon service, est-ce que vous voulez venir ? Et je vous attends tout de suite. » Ouais, le directeur Et était dans au les service 5 du minutes, médecin le directeur était dans le bureau. Alors, non, bien sûr, il y a un l'inverse. équilibre entre les 2 systèmes, Ouais. mais on est tombé d'un système excessif à un système pervers. Ouais, entendu. Et une dernière question, je relaye peut-être la question d'un membre du collectif citoyen qui contribue à France Soir, qui vous demande ce que vous pensez du conseil scientifique. Est-ce que vous le jugez vraiment scientifique ? Ah, mais c'est une bonne question. Pour moi, ça n'est pas un conseil scientifique. La réponse, elle mérite d'être Ça claire. n'est pas un conseil scientifique, d'abord parce qu'il n'y a pas eu de pneumologue. Or, c'est une maladie au départ qu'on pensait pulmonaire. Ils ont complété petit à petit, il y a eu des... D'autre part, c'est la réunionique. Ceci explique probablement que le professeur Didier Raoult a démissionné très vite. Troisièmement, c'est un équilibre entre l'économie, les décisions politiques et les décisions acceptables par la société. Et confiner les gens au début de la pandémie était incontournable. On ne savait pas comment traiter cette maladie, on ne savait pas comment faire face, et nos hôpitaux étaient totalement désarmés, faute de personnel, à cause du flux tendu et de la pénurie dont on a parlé tout à l'heure. Mais l'incroyable paralysie du système de santé à cause de son administration, dites-vous dans la conclusion du livre. Absolument. L'administration ne sait pas anticiper. Les décisions sont verticales, on crée des rapports, ça circule. J'ai comparé notre système administratif dans une autre émission à un diplodocus. On lui marche sur la queue, ça met 1 an pour monter jusqu'au cerveau, ça met 1 an à réfléchir, parce que le diplodocus a un petit cerveau, il ne sait faire que ce qu'on lui a appris dans ses écoles, et ça met encore 1 an à prendre la décision. Il y a longtemps que la décision ne correspond plus à la réalité. Mais c'est pas le diplodocus qui avait un 2e cerveau plus petit au bout de la queue? Je sais plus. Mais c'est une bonne image en tout cas. Pour finir, je voudrais vous demander votre conclusion. Est-ce que vous êtes... Vous parlez de l'écroulement du système sanitaire et social qui est une menace réelle aujourd'hui et vous appelez vos collègues soignants à entrer en guerre si des mesures radicales ne sont pas prises rapidement. C'est des propos assez forts. Quel type de guerre vous... Eh bien, elle est très simple. Le problème des plein temps hospitaliers a transformé les plein temps hospitaliers en fonctionnaires. Les rebelles, les grosses têtes ont disparu, il reste encore quelques îlots,
de fortes têtes, je ne donnerai pas de nom. Plutôt dans l'ancienne génération. Mais ce sont des amis, ce sont plutôt des anciennes générations. Et les autres, entière. Il faut être bien avec le politique, il faut être bien avec l'administration. Sinon, il n'y a pas de promotion. Et un praticien hospitalier souhaite devenir chef de service, et quand il est chef de service, souhaite avoir une dotation pour la chirurgie avec un robot, souhaite avoir du matériel, soit avoir un accès à des blocs opératoires en quantité suffisante, etc., etc., etc. Donc la carrière dure pratiquement toute la vie. Et donc, ils ont du mal à rentrer en guerre contre l'administration. Mais si on veut rentrer en guerre contre l'administration, le système était très simple. Je l'ai fait quand j'étais dans un hôpital, quand j'étais économe d'une salle de garde. À ce moment-là, les directeurs craignaient les internes. On était capable de paralyser. Eh bien, les praticiens hospitaliers et les chefs de service de l'assistance publique sont capables de rentrer en guerre contre l'administration. L'hôpital peut mourir en 15 jours si on arrête de coder la nomenclature et de transmettre la nomenclature, puisqu'on est dans un hôpital à flux tendu qui est rémunéré par la T2A, la rémunération à l'activité. Alors, c'est pas ce que je prône, je ne suis pas du tout un révolutionnaire, mais je dis que si le système continue dans le même sens, on ne pourra plus soigner tout le monde, on laissera les gens au bord du chemin, la médecine humaniste que j'ai connue disparaîtra, et, entre guillemets, les gilets jaunes, les sans-dents ne pourront plus être soignés, parce qu'ils n'auront plus accès à des soins de qualité. Et je suis pour une médecine où on peut prendre des honoraires libres pour les gens qui ont les moyens de les payer et qui ont des bonnes mutuelles, et des honoraires aux tarifs opposables pour les gens qui n'ont pas les moyens. C'est ce que j'ai fait toute ma vie jusqu'à ce que j'arrête mon métier. Est-ce que vous avez pas peur des étiquettes, d'être traité de passéiste, rassuriste, décliniste, j'ai été traité de tout. Complotiste. On va même de traiter de complotiste, mais je ne suis pas complotiste. Je pose les bonnes questions et je réponds aux bonnes questions. Donc, je ne suis pas complotiste. 2, passéiste. Mon passé parle pour moi. J'ai fait une carrière que j'ai choisie. J'ai démissionné de l'assistance publique, donc c'était un choix d'une activité libérale tout en continuant les congrès internationaux de faire prospérer mes techniques pour les prothèses hernières et les prothèses biliaires. Je suis membre de l'Académie de chirurgie, je suis vice-président de l'Internet de Paris, je suis invité dans des médias qui essayent de dire le vrai. J'ai écrit un livre qui, d'après mon éditeur, a un grand succès. J'ai vu hier une interview avec maître Fabrice Divisio qui défend tous les médecins qui sont assignés par le Conseil de l'Ordre. Je vais terminer par un petit mot du Conseil de l'Ordre, puisque je suis plus en activité, je ne risque pas d'être puni. On se demande maintenant si c'est pas le Conseil du désordre. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous allons terminer cet entretien essentiel. Merci Bernard Conge. Je me permets de recommander ce livre, Blouse blanche, colère noire, aux éditions Max Milo. Un livre nerveux, didactique, dans lequel sont dressés de façon synthétique tous les problèmes qui ont jalonné cette crise, mais qui ne sont, on l'a vu, pas d'aujourd'hui, et que je recommande chaleureusement, puisque tout y est. D'ailleurs, c'était ce que disait Fabrice Divisio, il me semble, récemment. Merci, docteur Bernard. Merci à vous de m'avoir invité, et bon courage pour la suite. Et si vous voulez qu'on en reparle quand on sera sorti de cette 3e vague, il faudra voir s'ils ont réarmé nos hôpitaux et réarmé les soignants. Très volontiers, on vous réinvitera sur France Soir. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien essentiel. À bientôt. Au revoir.